Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet médical à la fois complexe et vraiment critique. Le choc septique. On s'appuie sur pas mal de sources, des directives cliniques, des articles de recherche, et on a une mission assez précise, suite à une demande d'ailleurs, c'est de bien définir ce qu'est le choc septique et surtout de décortiquer sa physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes biologiques très complexes qui sont derrière. Et c'est un défi, parce que malgré tout ce qu'on sait faire aujourd'hui en médecine, le choc septique reste une cause majeure de mortalité en réa. Alors, pour commencer à démêler tout ça, revenons aux bases. C'est quoi déjà un état de choc? Et comment le choc septique s'inscrit là-dedans? Oui, alors fondamentalement, un état de choc, c'est une inadéquation. C'est quand les besoins des cellules en oxygène ne sont plus couverts par les apports, tout simplement. C'est une défaillance circulatoire aiguë qui menace la vie, clairement. On distingue classiquement, on va dire, quatre grands types. Il y a l'hypovolémique, quand on perd du volume, du sang par exemple. Le cardiogénique, là c'est la pompe, le cœur qui lâche. L'obstructif, comme son nom l'indique, il y a un obstacle, genre une grosse embolie pulmonaire. Et enfin, le distributif, où c'est un problème de répartition du flux sanguin. D'accord. Et le choc septique, alors il est où là-dedans? Eh bien, le choc septique, il est classé principalement comme un choc distributif. Le gros problème, c'est une vasodilatation. Les vaisseaux se dilatent partout, de manière inappropriée. Mais attention, c'est souvent plus compliqué que ça. On dit qu'il est mixte. Il a souvent une composante hypovolémique aussi, parce que les vaisseaux fuient, et parfois même cardiogénique, le cœur peut être atteint. Et pour bien saisir le choc septique, faut d'abord définir le sepsis. C'est la condition sous-jacente. Selon les définitions internationales les plus récentes, Sepsis 3, ça date de 2016, le sepsis, c'est une dysfonction d'organes qui menace la vie et qui est causée par une réponse, et c'est le mot-clé, déréglée de l'hôte à une infection. L'outil clinique pour identifier ça, c'est souvent le score SOFA. Si le score augmente d'au moins 2 points, on considère qu'il y a sepsis. Ah oui, donc c'est pas tant l'infection elle-même, mais vraiment la réaction du corps qui devient dangereuse. C'est ça la nuance importante. Exactement, c'est notre propre système de défense qui, en voulant bien faire, devient délétère. Et le choc septique, c'est la forme la plus grave de ce sepsis. Cliniquement, on le définit par deux critères précis, et il faut les deux. Premièrement, un sepsis qui persiste, enfin l'hypotension liée au sepsis persiste, même si on a déjà donné des fluides, du remplissage vasculaire. Et ça nécessite donc des médicaments, des vasopresseurs, la noradrénaline le plus souvent, pour maintenir une pression artérielle moyenne, la PAM, au-dessus de 65 mm de mercure. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, en plus de ça, c'est un taux de lactate dans le sang qui est élevé, supérieur à 2 millimoles par litre. D'accord. Et ces deux critères ensemble, le besoin de noradrénaline et le lactate élevé, qu'est-ce qui signifie concrètement? Le besoin en vasopresseur, ça traduit vraiment l'intensité de cette fameuse vasodilatation, la vasoplégie. Les vaisseaux sont tellement relâchés que même avec du remplissage, la pression reste basse. Le lactate élevé, lui, c'est un marqueur que les cellules souffrent au niveau métabolique. Soit elles manquent d'oxygène, soit, et c'est plus subtil, elles n'arrivent plus à l'utiliser correctement. On appelle ça la dysoxie. Donc ces deux critères combinés, ça signe vraiment une défaillance circulatoire et cellulaire profonde, avec un très mauvais pronostic si on n'agit pas vite. Et on entend aussi parler du QSOFA. C'est quoi ça? Un truc plus rapide pour le terrain? Oui, voilà. Le QSOFA, pour Quick SOFA, c'est un score simplifié, très facile à calculer au lit du malade, même en dehors de la réanimation. Il repose sur trois signes cliniques simples. Une altération de la conscience, une fréquence respiratoire rapide, plus de 22 par minute, et une tension artérielle systolique basse, égale ou inférieure à 100. Si un patient qu'on suspecte d'infection a au moins deux de ces trois signes, le QSOFA est positif et ça doit alerter. Ça veut dire qu'il est à risque d'avoir une évolution défavorable, potentiellement un sepsis. Ça ne définit pas le sepsis, mais ça aide à repérer vite les patients à risque. Physiopathologie, section principale. Bon, d'accord, les définitions sont posées, c'est plus clair. Maintenant, attaquons le cœur du sujet, la physiopathologie. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement dans le corps? Comment ça déraille à ce point? Racontez-nous un peu. C'est ça qui rend la chose si difficile. Le point de départ, bien sûr, c'est une infection. Elle peut être bactérienne, gram négatif comme on pensait classiquement, mais on voit de plus en plus de gram positifs. Ça peut aussi être fongique ou viral.
Les sites les plus fréquents, c'est les poumons, le sang lui-même, les voies urinaires. Et un truc intéressant, c'est que dans pas mal de cas, plus d'un tiers, parfois, on ne retrouve jamais le germe dans les cultures. Ah oui, quand même. Oui, ce qui montre bien que c'est la réponse de l'hôte qui est centrale. Alors, ces microbes, ils ont des sortes de cartes d'identité moléculaire à leur surface, on appelle ça les PAMPs. Le plus connu, c'est le LPS des bactéries gram-négatifs. Notre système immunitaire inné reconnaît ces PAMPs. Et ça déclenche l'alerte, la réponse inflammatoire. Et c'est là que ça part en vrille, cette réponse déréglée. Exactement. Normalement, cette réponse est locale, contrôlée, elle fait son job et puis elle s'arrête. Dans le sepsis, elle devient systémique, elle s'emballe et surtout elle perd son équilibre. Il y a une libération massive de médiateurs pro-inflammatoires, les fameux cytokines, comme le TNF-alpha, l'interleukine 1, l'interleukine 6 au début, qui crient au feu partout. Mais en même temps, ou un peu après, il y a aussi une libération de médiateurs anti-inflammatoires, comme l'IL-10, qui essaie de calmer le jeu. Le problème, c'est que cette balance est complètement rompue. On peut avoir un excès d'inflammation, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, ou parfois plus tard, une sorte de paralysie immunitaire. Et c'est ce déséquilibre qui cause les dégâts aux organes. Cette inflammation dérégulée va avoir des conséquences sur plusieurs systèmes vitaux. D'abord, l'endothélium vasculaire, la paroi interne des vaisseaux. C'est une cible majeure. Il y a une dysfonction endothéliale généralisée. Les cellules endothéliales sont activées, elles expriment des molécules d'adhésion, les globules blancs s'y collent, ça favorise les caillots, et surtout la perméabilité des capillaires augmente énormément. Faut imaginer les petits vaisseaux qui deviennent poreux, comme des passoires. Du coup, le liquide, le plasma, fuit des vaisseaux vers les tissus. Ça crée des œdèmes partout, et ça diminue le volume de sang qui circule efficacement dans les vaisseaux. C'est ça l'hypovolémie relative ou le troisième secteur. Le glycocalyx, une fine couche protectrice à la surface de ces cellules, est souvent abîmée et ça contribue beaucoup à cette fuite. D'accord, donc première étape du chaos circulatoire, les vaisseaux fuient, on perd du volume utile. C'est ça. Et la deuxième étape, c'est la vasoplégie. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Paralysie des vaisseaux. C'est vraiment la signature du choc distributif. Les muscles lisses qui entourent les artères et les artérioles se relâchent complètement. Les vaisseaux se dilatent de façon massive et généralisée. Un des grands responsables, c'est le monoxyde d'azote, le NO. Il est produit en excès par une enzyme, la NO-synthase inductible, qui est stimulée par les cytokines inflammatoires. Cette dilatation énorme fait chuter la pression artérielle. Et en plus, les vaisseaux répondent moins bien aux catécholamines, que ce soit les nôtres ou celles qu'on donne en médicaments pour essayer de remonter la pression. Je vois. Donc non seulement les tuyaux fuient, mais en plus ils deviennent beaucoup trop larges et ils n'écoutent plus les ordres pour se resserrer. C'est la double peine, quoi. Exactement. Fuite plus dilatation énorme égale recette pour une catastrophe hémodynamique. Et ça ne s'arrête pas là. La coagulation sanguine aussi est complètement chamboulée. Le sepsis, c'est un état procoagulant majeur. L'inflammation active directement la coagulation, notamment via le facteur tissulaire. Résultat, des petits caillots, des microtrombies peuvent se former partout dans les capillaires. Ça bouche la microcirculation, ça aggrave le manque d'oxygène localement. Et en même temps, nos propres systèmes anticoagulants naturels, comme la protéine C ou l'antithrombine, sont soit consommés, soit inhibés. Et la fibrinolyse, le système qui dissout les caillots, est souvent freiné aussi. Ça peut aller jusqu'à la fameuse CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, un état gravissime où la coagulation s'emballe et se consume en même temps. C'est un cercle vicieux. Inflammation et coagulation s'auto-entretiennent. C'est terrible, les vaisseaux fuient, se dilatent, se bouchent. Et le cœur, lui, il arrive à faire face à tout ça? Justement, non, à toujours. Le cœur est aussi une victime directe de ce processus. On parle de cardiomyopathie septique. Chez une proportion non négligeable de patients, les chiffres varient, mais on est souvent autour de 40-50%, le muscle cardiaque lui-même est atteint. Il fonctionne moins bien, sa capacité à se contracter diminue, c'est la dysfonction systolique, et sa capacité à se relâcher pour bien se remplir peut aussi être altérée, c'est la dysfonction diastolique. Les ventricules peuvent même se dilater. Les causes sont multiples. Les cytokines inflammatoires elles-mêmes ont un effet toxique direct sur les cellules cardiaques. Le NO joue un rôle aussi. Le métabolisme énergétique du cœur est perturbé, on va y revenir avec les mitochondries, et la gestion du calcium dans la cellule, qui est cruciale pour la contraction, est déréglée. Ah oui, donc le cœur souffre aussi. Il souffre aussi. La bonne nouvelle, relative,
C'est que cette atteinte est souvent réversible en 7 à 10 jours chez ceux qui survivent. Mais alors, une question qui me vient, on dit souvent qu'au début du choc septique, le patient peut être hyper dynamique, avec un débit cardiaque élevé. Comment c'est possible si le cœur est atteint? Ça semble paradoxal. Excellente question. C'est un point clé et un peu piégeux. Au tout début, la vasoplégie, cette dilatation massive des vaisseaux, fait chuter ce qu'on appelle la post-charge. C'est la résistance contre laquelle le cœur doit éjecter le sang. Quand cette résistance s'effondre, si le cœur n'est pas encore trop touché, il a moins de travail à fournir pour éjecter le sang. Du coup, il peut augmenter son débit. C'est ça, la phase hyperdynamique initiale. Mais attention, cet état hyperdynamique peut tout à fait masquer une dysfonction myocardiaque qui est déjà là, ou qui est en train de s'installer. Plus tard, si la dysfonction cardiaque s'aggrave, ou si on n'arrive pas à compenser les fuites par le remplissage, alors là oui, le débit cardiaque va finir par chuter. C'est la phase hypodynamique, plus tardive et de moins bon pronostic. Et enfin, le dernier niveau, mais peut-être le plus crucial et le plus difficile à traiter, c'est ce qui se passe au niveau cellulaire et dans la microcirculation. D'abord, la dysfonction mitochondriale. Les mitochondries, ce sont nos usines à énergie dans les cellules. Eh bien, dans le sepsis, elles sont attaquées. Elles subissent des dommages, à la fois dans leur structure et dans leur fonctionnement. Elles n'arrivent plus à produire l'énergie, l'ATP, de manière efficace, en utilisant l'oxygène. C'est comme si les centrales électriques tombaient en panne. Ça crée un déficit énergétique majeur dans la cellule, ça augmente le stress oxydatif, et ça contribue à l'augmentation du lactate. Le lactate, donc, n'est pas toujours juste le signe d'un manque d'apport d'oxygène au tissu, l'hypoxie. Il peut aussi être le signe que les cellules reçoivent l'oxygène, mais ne peuvent pas l'utiliser à cause de ces mitochondries qui sont en panne. C'est la dysoxycellulaire. Le NO, encore lui, peut aussi directement bloquer des enzymes clés de la respiration mitochondriale. Et puis, il y a les altérations microcirculatoires. Là, on parle des tout petits vaisseaux, les capillaires, là où se font les échanges avec les tissus. Même si on arrive à maintenir une pression artérielle correcte et un débit cardiaque global satisfaisant sur le moniteur, ce qui se passe au niveau microscopique peut être un désastre. Le flux sanguin dans les capillaires devient très hétérogène. Il y a des zones qui sont bien perfusées et juste à côté, des zones où les capillaires sont complètement bouchés par les microcaillots, par des globules blancs qui adhèrent à la paroi, ou juste parce que le flux ne s'y engage plus, ou ils sont comprimés par l'œdème autour. Le résultat, c'est que l'oxygène n'arrive pas partout où il devrait. Ou alors, le sang passe trop vite dans les capillaires qui restent ouverts et l'oxygène n'a pas le temps d'être extrait par les cellules. C'est ce qu'on appelle le shunt microcirculatoire. Wow! Si je résume ce point qui me semble vraiment fondamental, même si on a l'impression de stabiliser le patient au niveau macro, la tension, le débit cardiaque, au niveau micro, dans les tissus, ça peut rester le chaos complet. Le sang n'arrive pas partout, et là où il arrive, les cellules sont parfois trop malades avec leur mitochondrie HS pour utiliser l'oxygène. C'est ça la fameuse dissociation macro-microcirculation. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi. Et c'est un des plus grands défis thérapeutiques. On traite des chiffres sur un écran, mais on ne sait pas toujours si on améliore vraiment la situation au niveau cellulaire, là où la vie se joue. Et il faut ajouter à ça une composante neuro-endocrinienne, l'activation de l'axe du stress avec le cortisol, mais parfois une réponse qui s'épuise, on parle d'insuffisance surrénale relative, et une perturbation du système nerveux autonome qui contribue aussi au désordre. Conséquences et objectifs thérapeutiques, bref aperçu. Bon, avec un tableau pareil, on imagine bien les conséquences pour le patient. Oui, malheureusement, toute cette cascade de dysfonctions vasculaires, cardiaques, coagulatoires, métaboliques, microcirculatoires mène à une seule issue, si on n'arrive pas à l'enrayer. Les organes vitaux souffrent du manque d'oxygène ou de leur incapacité à l'utiliser. Ils entrent alors en défaillance les uns après les autres, c'est le syndrome de défaillance multiviscérale, le SDMV. Les reins bloquent, c'est l'insuffisance rénale aiguë, les poumons sont atteints, c'est le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le foie souffre, le cerveau aussi avec une encéphalopathie, la coagulation qui part en vrille avec la CIVD. Et c'est cette défaillance d'organes multiples qui est la cause principale de la mortalité très élevée du choc septique, qui reste aux alentours de 30 à 40%, voire plus. Mais, et c'est le côté positif, comprendre tout ça nous donne des cibles pour le traitement. Les grands objectifs découlent directement de la physiopathologie qu'on vient de décrire. Premièrement, et c'est la priorité absolue, traiter l'infection. Identifier la source, la contrôler si possible, chirurgie, drainage et surtout administrer des antibiotiques à large spectre très rapidement.
idéalement dans la première heure. Chaque heure compte. Deuxièmement, restaurer une perfusion tissulaire efficace. Il faut agir sur la fuite et la dilatation. Donc, remplissage vasculaire avec des fluides, des cristalloïdes balancés de préférence maintenant, et lutter contre la vasoplégie avec des vasopresseurs, la noradrénaline en tête, pour maintenir une PAM cible, en général au moins 65 mm de mercure. Troisièmement, supporter les organes défaillants. Le temps que le corps récupère, il faut prendre le relais. Ventilation mécanique pour les poumons, dialyse pour les reins, etc. Et quatrièmement, c'est plus controversé, moduler la réponse de l'hôte. Essayer de calmer l'inflammation sans trop affaiblir les défenses. C'est là qu'intervient parfois la discussion sur les corticoïdes à faible dose, l'hydrocortisone, surtout dans les chocs très sévères, réfractaires. Mais leurs bénéfices restent débattus. Bon, pour résumer cette discussion très dense, le choc septique, c'est bien plus qu'une infection grave. C'est une véritable tempête physiologique, hein. Une réponse de notre propre corps qui devient complètement folle et qui menace notre survie. Ça implique une cascade d'événements qui touchent l'inflammation, les vaisseaux, la coagulation, le cœur et même le fonctionnement le plus intime de nos cellules avec les mitochondries. C'est vertigineux. Et ce qui me frappe vraiment, c'est cette idée de décalage, cette dissociation dont on a parlé. On peut avoir des chiffres qui semblent s'améliorer sur le moniteur, mais la guerre continue au niveau microscopique. Une complexité cachée qui rend tout si difficile. Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça ouvre sur les défis pour l'avenir, justement. Parce que face à cette complexité, et surtout à cette hétérogénéité, chaque patient réagit différemment. Et même un patient donné évolue dans le temps. On voit bien les limites des approches un peu standards, taille unique. Les protocoles ont fait progresser les choses, c'est sûr. Mais la grande question maintenant, c'est comment on peut aller vers une médecine plus personnalisée du choc septique. Est-ce qu'on pourra un jour, avec des biomarqueurs plus fins, identifier rapidement le profil de réponse d'un patient? Est-ce qu'il est plutôt hyperinflammatoire? Est-ce que c'est le cœur le problème principal? La microcirculation? Pour adapter le traitement de façon beaucoup plus ciblée. Peut-être cibler une cytokine précise ou soutenir spécifiquement le métabolisme mitochondrial. C'est vraiment un des grands enjeux de la recherche actuelle. Une perspective passionnante qui souligne à quel point, même si on comprend beaucoup de choses, il reste encore un long chemin à parcourir pour vraiment maîtriser cette pathologie redoutable. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette exploration vraiment détaillée du choc septique.